Bruce Toussaint, Europe 1 Matin. Il est 8h36. Et voici la revue de presse de Natacha Polony sur Europe 1. Bonjour Natacha. Bonjour Bruce, bonjour Julie. Bonjour. Et bonjour à tous. Donc ce matin, en une de vos journaux, on parle d'école. L'éducation nationale recrute et le Figaro interroge 43 000 nouveaux professeurs pour quoi faire. Il faut dire que le ministre Vincent Peillon insiste sur la formation de ces nouveaux enseignants, mais sans jamais entrer dans les détails. Et côté formation, il y a du travail, on le constate en une de la Charente Libre. Rédaction sur le suicide, des parents inquiets. Donc après ce sujet hallucinant donné à des élèves de 3e, vous avez décidé d'en finir avec la vie, vous décrivez tout le dégoût que vous avez de vous-même. Et on va commencer avec le titre choc du jour. Mais oui, c'est la une de Libération, le retour de la momie. Avec cette photo de Silvio Berlusconi, dont on se demande si c'est sa croûte de fond de teint ou ses liftings qui lui donnent cet air figé. Les deux. Donc, oui, les deux en fait. Ça passionne les éditorialistes. C'est le coup d'éclat du Cavaliere et surtout le retrait du professeur Mario Monti, l'idole des marchés financiers. Dans l'Alsace, Raymond Courreau s'interroge. Faut-il en rire ou s'étonner de voir l'Italie à ce point privée de politiciens pour laisser penser qu'une fois de plus, l'amateur de partie fine pourra la séduire. Mais au fond, personne n'y croit à un retour de Berlusconi. C'est seulement l'occasion de se poser enfin quelques questions sur le bilan de Mario Monti et de son fameux gouvernement d'experts. Pour Sylvain Bourmeau dans Libération, cette dépolitisation revendiquée a participé de l'aggravation de la crise politique que vivait le pays. Libé décrit les remèdes de cheval appliqués par Monti à l'économie italienne, réforme des retraites, libéralisation du marché du travail, qui ont fait exploser la pauvreté et dégringoler la croissance. Dans les Échos, Nicolas Barré souligne surtout qu'il y a eu plus de hausse d'impôts que de baisse des dépenses publiques. Bref, on croirait lire les débats autour de la politique de François Hollande. Avec toujours ce constat, à quoi sert une politique de rigueur si elle n'offre aucune solution pour recréer de l'emploi et si la misère et la désespérance poussent les électeurs dans les bras d'un type totalement décrédibilisé et sans aucune solution alternative. La politique de François Hollande qui a visiblement été sanctionnée dans les 3 élections législatives partielles qui étaient organisées hier. Bien sûr, le PS est battu, mais il y a aussi les autres. Pour Libération, le FN prend une claque à Béziers. Mais alors, surprise, quand on ouvre le Figaro, on parle au contraire de la bonne tenue du vote frontiste, même si le FN ne parvient pas à imposer une triangulaire. D'après Guillaume Mollaret, correspondant à Béziers, il s'agirait même d'une performance dans un type d'élection généralement peu favorable au Front National. Donc même avec les chiffres, vous voyez, l'objectivité, ça dépend du point de vue. Alors une chose est sûre, donc chacun conclut sans surprise que le gouvernement, on le disait, est sanctionné et que l'UMP s'en sort étonnamment très bien. Dans La République du Centre, Jacques Camus s'amuse. L'UMP disposerait-elle d'électeurs que ses chefs ne méritent pas ? Et la seule conclusion, c'est celle de Guillaume Tabar dans Les Échos. Le risque est réel pour la droite que ce répit électoral conduise à rendre moins urgente la recherche d'une solution. On en veut une preuve ? On lit l'article de Judith Vintraud dans Le Figaro qui suggère que Copé pourrait répondre à la plainte de Fillon par une attaque au pénal. Allons bon. Oui, parce que c'est suspensif le pénal, donc il resterait président en attendant le jugement. D'accord. Et vu l'encombrement de la justice, ils ont le temps de se ridiculiser un peu plus. Ce qui est beaucoup moins drôle, c'est le contexte social en France. Mais oui, parce que derrière les combats électoraux, en fait, il y a la réalité de la France et elle est en une de tous vos journaux ce matin. Ouest France, un Français sur 8 vit dans la pauvreté. La Dépêche du Midi, la pauvreté frappe d'abord les jeunes. Parce qu'aujourd'hui s'ouvre la conférence nationale organisée par le Conseil économique, social et environnemental, consacrée donc à la pauvreté. Alors on a des reportages dans Le Monde, un reportage à Port-Saint-Louis en Camargue, une petite ville où l'on a voté à 31% pour Mélenchon, à 29% pour Marine Le Pen. Alors on nous parle de chômage, disparition des médecins, perte d'une classe de primaire. Et ce chef d'équipe d'une entreprise de transport qui ne comprend pas pourquoi on lui a retiré ses heures supplémentaires qui lui rapportaient 120 € par mois, énorme pour lui. Alors ils espéraient tous que la gauche créerait de la croissance et ils attendent. Dans Libération, c'est un reportage à Saint-Flour, dans le Cantal. Là où la pauvreté ne se montre pas. Parce que ces populations rurales n'ont pas la culture de l'assistanat. Alors la mairie leur a créé une épicerie solidaire. Ils payent les produits. Presque rien certes, mais c'est dans ce presque rien qu'il y a toute leur dignité. Un mot de foot aussi, alors c'est pas dans l'équipe, c'est dans Libération. Oui, parce qu'il y a un article hilarant dans Libération. Libération s'énerve. C'est l'article de Grégory Schneider, c'est consacré au PSG, au fameux match que le PSG a remporté 4-0. Et donc Grégory Schneider nous décrit le grand Zlatan qui s'arrête pour baisser la tête, poser la main sur les genoux. Au pire, il avait un cil dans l'œil, nous dit le journaliste, et tout le monde s'est arrêté de jouer.
Rebelote quelques minutes plus tard, l'immense Zlatan est à terre. Son coéquipier se paye le luxe de prendre le ballon à la main. Mais il n'y a pas faute, on repart avec le ballon dans le camp des Parisiens. Et après le match, alors là le journaliste nous dit international de langue de bois. Et franchement, quand j'ai lu ça, je me suis dit que le foot c'était beaucoup plus drôle raconté que vu. D'autant que Libération nous dit qu'on attend avec impatience les nouvelles stars que veut embaucher le club, histoire de passer vraiment, alors là totalement dans une autre dimension. Le clin d'œil du jour. Eh bien, dans les pages savoir-vivre de Marianne, cette semaine, vous avez toutes les statistiques sur Noël et les cadeaux. 639 €, la somme qui sera dépensée en moyenne par foyer. 47 € pour le prix moyen de chaque cadeau. J'y ajoute 17,1 millions de kilogrammes de CO2, le bilan carbone du Père Noël. Ouais. 11 jouets en moyenne pour les enfants, c'est énorme, ils sont pourri gâtés. Et puis, ce constat terrible, 82% des hommes en ont marre de recevoir des cravates et des bouquins. D'ailleurs, 20% des gens ont été déçus en ouvrant leur paquet l'an dernier. Oh. Et un Français sur 10 a déjà reçu le même cadeau de Noël de suite venant de la même personne. Quelle C'est la honte. loose. Oui. Remarquez, les Français reçoivent à chaque élection les mêmes dirigeants. Ils sont déçus, mais ils continuent à voter pour eux, même quand ils les ont vus se ridiculiser pour un siège de président de l'UMP. Merci Natacha Polony.